Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Après 20 ans de mariage, il m'a simplement dit qu'il avait besoin d'espace et m'a demandé le divorce. Je n'ai pas réagi. J'ai besoin d'espace. 3 mots anodins en apparence, mais capables de réduire à néant 20 années de vie commune. C'était un mardi soir, au Giovannies, notre restaurant favori. Pas un « je suis malheureux », ni même un « il faut qu'on parle ». Juste une formule froide, évasive, glissée entre le poulet parmesan et le tiramisu. Robert n'a même pas levé les yeux vers moi. Il fixait la goutte d'eau qui descendait le long de son verre, comme si elle était plus digne de son attention que la femme qui partageait sa vie depuis 2 décennies. Mais pour être honnête, tout a commencé un peu plus tôt. 3 semaines avant ce dîner, dans une salle d'examen impersonnelle au mur vert menthe, décorée d'affiches sur le courage qui semblait soudain cruellement ironique. Madame Mitchell, vous avez un cancer du sein de stade 2. La voix du docteur Patel était douce, mais assurée. Ses yeux, pleins de compassion, brillaient derrière ses lunettes sobres. La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons détecté relativement tôt. Avec une intervention chirurgicale et de la radiothérapie, les chances de guérison sont élevées. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier de suivre l'histoire de Margaret, une femme trahie qui va se reconstruire et se réapproprier sa vie. Si vous êtes touché par les récits de résilience et de force intérieure face aux épreuves les plus cruelles, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, et cela vous relie à d'autres personnes qui comprennent que la vie parfaite n'est parfois qu'une façade. Voyons maintenant comment 20 ans de mariage peuvent s'effondrer en une seconde, et comment la justice peut surgir des endroits les plus inattendus. Je me souviens avoir hoché la tête mécaniquement, posé toutes les bonnes questions, fixé les rendez-vous de suivi. Je suivais la procédure, sans vraiment me sentir présente. À 48 ans, le mot « cancer » avait un goût étranger dans ma bouche, comme une vérité que je refusais d'avaler. Et le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Robert venait d'être promu associé principal dans son cabinet d'avocat, quelques mois plus tôt. Cette nouvelle fonction exigeait des heures à rallonge, plus de pression, plus d'attente. J'avais passé des semaines à le rassurer, à lui dire que je pouvais tout gérer à la maison, les obligations sociales, les galas de charité, les dîners professionnels, tout ce travail invisible qui avait contribué à son ascension. Et maintenant, cette maladie, ce grain de sable dans les rouages bien huilés de notre existence bien ordonnée. Sur le chemin du retour, j'ai répété comment lui annoncer la nouvelle. Je comptais le faire avec calme, de façon posée, comme il aimait gérer les situations délicates. Mais en arrivant, la maison était vide. Un simple message, « Je travaille tard, ne m'attends pas », c'était la 3e fois cette semaine-là. J'ai posé ma main sur ma poitrine, là où se cachait l'ennemi, et je me suis demandé depuis quand exactement mon mari s'éloignait de moi. Ce soir-là, assise seule dans la cuisine, je traçais machinalement les veines du plan de travail en marbre que nous avions choisi ensemble pour nos 10 ans de mariage. Quand notre maison était-elle devenue un décor, un simple symbole de réussite, plutôt qu'un lieu de réconfort? Et moi, quand étais-je devenu un accessoire, parfaitement intégré à l'image qu'il voulait donner de lui-même? Avec du recul, les signaux étaient nombreux. Robert s'était soudain intéressé à son apparence, costume sur mesure, abonnement à la salle de sport, parfum de luxe que je ne connaissais pas. Nos échanges devenaient brefs, ses remarques plus acides, son téléphone omniprésent pendant nos rares dîners. Il tressaillait même quand je posais la main sur lui. Mais j'étais trop occupée à préserver les apparences pour admettre ce que je voyais pourtant en face de moi. « Margaret, tu as déplacé le dîner avec les Henderson ?» m'a-t-il demandé le lendemain matin sans détacher les yeux de son écran, durant les quelques minutes que nous partagions au petit déjeuner. Je pensais qu'on pouvait parler de quelque chose d'important d'abord, ai-je dit, d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Ça peut attendre? J'ai une audience dans 1 heure, et le dossier Jacobson est un cauchemar. J'ai avalé ma nouvelle avec mon café tiède. Bien sûr. Ça peut attendre. Et cela a continué à attendre. Les jours sont devenus semaines. Robert rentrait de plus en plus tard, avec des excuses toujours plus floues. J'ai pris mon premier rendez-vous en oncologie seule, convaincue que j'étais forte, autonome, pas abandonnée. Entre les instants où je faisais semblant que tout allait bien et ceux où je lisais des articles médicaux à la lumière de mon écran, j'ai commencé à remarquer les fissures dans notre vie. Les photos encadrées affichaient des sourires, mais aucune trace de bonheur. Les chambres séparées que nous occupions sous prétexte de ces horaires tardifs et de mes réveils matinaux. Puis il y a eu ce relevé bancaire. Des achats dans des bijouteries que je ne connaissais pas, des restaurants trop romantiques pour des déjeuners d'affaires.
Des appels tardifs pris dans le garage, à voix basse. Une trace de rouge à lèvres sur son col, une teinte vive que je n'avais jamais osé porter. J'aimerais qu'on fasse un dîner spécial ce week-end, m'a-t-il dit ce vendredi-là, d'un ton étrange, presque cérémonieux. Il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. L'espoir a surgi. Peut-être que ma maladie l'avait réveillé. Peut-être qu'il réalisait ce qui comptait vraiment. Peut-être pouvions-nous encore sauver ce que nous avions construit. J'ai passé des heures à me préparer. J'ai choisi une robe qui cachait ma perte de poids, mis du maquillage pour dissimuler mes cernes. J'ai même appelé ma sœur. Pour la première fois, je lui ai parlé du diagnostic. Il a enfin compris que quelque chose ne va pas, lui ai-je confié. Peut-être que c'est ce qu'il nous fallait. Un électrochoc, Maggie, m'a-t-elle répondu d'une voix prudente. Tu as envisagé que ce n'est peut-être pas ça qu'il veut aborder? J'ai ignoré son avertissement. 20 années de mariage devaient bien compter pour quelque chose. Ce soir-là, chez Giovanni S., l'ambiance était feutrée, presque trop. L'éclairage tamisé donnait une illusion d'intimité, mais je sentais une froideur s'installer au creux de mon estomac. Robert paraissait nerveux, tirant sur le col de sa chemise, jetant des coups d'œil répétés à sa montre. Il avait choisi un lieu public, je le comprenais à présent, pour adoucir l'impact de ce qui allait suivre. J'ai besoin d'espace, Margaret, lâcha-t-il finalement, me coupant la parole alors que je commençais à lui parler de mon diagnostic. Ça ne fonctionne plus, ajouta-t-il. Ces mots résonnaient entre nous, aussi tranchants que du verre brisé. 20 ans, ça ne fonctionne plus? Demandai-je à voix basse. J'ai changé, tu as changé. On ne veut plus les mêmes choses. Son discours semblait soigneusement préparé, truffé de formules creuses et de banalités empruntées aux salles de réunion. Ce serait mieux pour nous deux de faire table rase, dit-il, comme s'il parlait d'un contrat à rompre. Il y a quelqu'un d'autre? La question m'avait échappé. Il hésita, ce qui suffisait. Jessica, avoua-t-il finalement. Ma secrétaire. C'est arrivé comme ça. Comme ça. Comme si 2 décennies pouvaient s'effacer sous l'effet d'un simple « c'est arrivé ». Comme si ma maladie, dont je n'avais même pas encore eu le courage de lui parler, comptait moins que cette passion naissante pour une femme 2 fois plus jeune que moi. Je veux divorcer, conclut-il en faisant glisser une carte de visite vers moi. Mon avocat vous contactera. J'ai déjà trouvé un appartement. Je regardais la carte, ses doigts parfaitement manucurés, la montre luxueuse que je lui avais offerte pour nos 15 ans de mariage. C'est tout? Demandai-je, d'une voix étonnamment calme. Il sembla surpris. Il s'attendait sans doute à des larmes, des supplications, une scène. Oui, répondit-il prudemment. Je suppose que c'est tout. J'ai hoché la tête, posé ma serviette près de mon assiette à peine touchée, et je suis sorti du Giovanni S la tête haute. Le cœur en morceaux, mais ma dignité intacte. Le cancer attendrait. D'abord, je devais survivre à ce divorce. L'enveloppe Manille est arrivée exactement 7 jours après ce dîner. L'avocat de Robert, même pas quelqu'un de son propre cabinet, mais un spécialiste du divorce, installé dans une tour clinquante du centre-ville, n'avait pas perdu de temps. Je l'ai posée sur le comptoir de ma cuisine, la regardant pendant des heures avant de trouver le courage de l'ouvrir. À l'intérieur, une dissection froide et méthodique de 20 années de vie commune. La maison devait être vendue, les bénéfices partagés. Nos comptes de retraite, divisés équitablement. Les biens personnels listés avec une précision chirurgicale. Robert avait même noté le collier de perles qu'il m'avait offert il y a 5 ans, lui attribuant une valeur marchande comme s'il ne s'agissait que d'un actif parmi d'autres. La dernière page n'attendait plus que ma signature pour effacer 2 décennies de promesses. J'aurais dû appeler mon propre avocat. J'aurais dû me battre. Mais quelque chose en moi avait changé ce soir-là chez Giovanni S. Un calcul silencieux s'était enclenché, sous la douleur. « Tu es sûre de toi, Maggie ?» m'avait demandé ma sœur, Claire, au téléphone. Il ne mérite pas une sortie aussi facile. Tu devrais lui prendre tout ce qu'il a. Je dois me concentrer sur ma santé pour l'instant, lui ai-je répondu, sans lui dire que Robert ignorait encore tout de mon diagnostic. Me battre contre lui me coûterait une énergie que je n'ai plus. Ce que je n'ai pas dit à Claire, c'est que ma reddition n'était pas une défaite. C'était une stratégie. Mon instinct me disait d'attendre, d'observer, de laisser Robert croire qu'il avait gagné. J'ai signé les papiers d'une main ferme, rédigé une courte note refusant toute médiation ou discussion supplémentaire, puis renvoyé l'ensemble le jour même. Ensuite, j'ai passé 2 coups de fil.
Le premier à mon oncologue, pour fixer la date de l'intervention. Le second à George Mitchell. George, mon beau-père, avait toujours été plus présent pour moi que mon propre père. Après la mort de ma mère, alors que j'étais encore à l'université, c'est lui qui avait pris le relais, avec discrétion, bienveillance et conseils avisés. Quand j'ai épousé Robert, George m'a accueilli comme sa propre fille, même quand son fils s'éloignait peu à peu. Nos déjeuners hebdomadaires étaient restés une constante. Je me demandais quand tu appellerais, dit-il en décrochant. Sa voix, toujours forte malgré ses 82 ans, laissait transparaître une certaine résignation. Robert m'a parlé hier, ajouta-t-il. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Demandai-je en m'installant sur ma balancelle, sur le porche. Long silence. Il m'a sorti une histoire de couple qui s'éloigne, mais j'ai vu comment il regardait cette fille du bureau. Nous avons partagé un instant de silence complice, unis par la même déception envers l'homme que nous aimions tous les deux. J'aimerais qu'on déjeune ensemble jeudi, si tu es d'accord. Ce serait un immense plaisir, Margaret. Rien ne me rendrait plus heureux. 2 jours plus tard, je me suis retrouvée face à George au Mercedes Café. Je l'observais beurrer méthodiquement sa tartine. Il semblait vieilli, les rides autour des yeux plus marquées, les épaules un peu voûtées. Robert tient sa cruauté de sa mère, dit-il soudain en posant son couteau. J'avais toujours espéré que ta douceur atténuerait ses arêtes. Je crois que je les ai plutôt renforcées, ai-je admis. George attrapa ma main avec la sienne. Je dois te dire quelque chose, Margaret. C'est important. Il m'expliqua qu'après le décès de sa femme, 6 ans plus tôt, il avait modifié son testament. Robert, en tant que fils unique, devait hériter de l'entreprise familiale, de la maison au bord du lac dans le Vermont, et d'un patrimoine conséquent. Mais j'ai ajouté une condition, dit George sans détour. Une clause morale, comme l'a appelé mon avocat. Je l'écoutais, stupéfaite, tandis qu'il m'expliquait que Robert perdrait tout s'il divorçait de moi sans preuve claire d'infidélité de ma part. La séparation devait être initiée par moi ou alors être justifiée par une faute documentée de mon côté. Pourquoi avoir fait ça? Ai-je murmuré. Parce que j'ai vu comment il te traitait, déjà à l'époque. Comment il prenait ton amour pour acquis, répondit-il, la voix empreinte de colère. Et parce que j'ai vu trop d'hommes de ma génération jeter leurs femmes fidèles comme un vieux vêtement, une fois leur utilité terminée. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise, essayant d'assimiler la révélation. Robert sait-il pour cette clause? Il n'a jamais pris la peine de lire le testament, répondit George avec un sourire triste. Trop occupé à gravir les échelons pour s'intéresser aux affaires d'un vieil homme. Ce déjeuner a tout changé. En rentrant, j'ai ressenti quelque chose de nouveau naître en moi. Ce n'était pas encore de l'espoir, mais peut-être, une possibilité. Pour la première fois, je voyais ce divorce précipité pour ce qu'il était vraiment, une erreur de calcul. Les semaines suivantes m'ont apporté une clarté inattendue. Pendant ma convalescence après la tumorectomie, une opération dont Robert ne savait rien, j'ai renoué avec des amis délaissés pendant le mariage. J'ai engagé une conseillère financière pour m'aider à assurer mon avenir. J'ai commencé la radiothérapie avec Claire à mes côtés, découvrant en moi une force insoupçonnée. Puis il y eut cette publication Instagram, qui a ravivé des blessures à peine refermées. La nouvelle assistante de Robert l'avait tagué chez l'Artest, un restaurant réputé pour son ambiance romantique. La légende disait simplement, elle a dit oui, au-dessus de la photo de la main manucurée de Jessica, arborant une bague en diamant qui semblait étrangement la bague de fiançailles ressemblait étrangement à celle que ma grand-mère gardait précieusement dans sa boîte à bijoux, celle que Robert avait toujours jugée démodée. Les commentaires affluaient sous la publication, des félicitations enthousiastes, y compris de couples que nous avions autrefois reçus chez nous. Les fiançailles avaient été annoncées à peine quelques semaines après la finalisation de notre divorce. La rapidité avec laquelle tout s'était enchaîné n'était pas seulement insultante, elle révélait beaucoup plus que Robert ne l'imaginait. Ce soir-là, j'ai fait défiler le profil public de Jessica, reconstituant la chronologie de leur relation à travers des photos en apparence anodines. Des soirées de bureau où ils se tenaient bien trop proches. Des dîners d'équipe sans la présence des associés de Robert. Leur liaison avait commencé bien avant que Robert ne me demande de l'espace. J'étais sur le point de fermer l'application quand une image m'a arrêté net, un cliché du cottage de Lakeview, la maison de vacances tant aimée de George, nichée dans le Vermont. La légende m'a glacé, préparatif de notre fête de fiançailles parfaite. #justice #nouvelle départ #souvenirs de Lakeview. Le même endroit où Robert m'avait demandé en mariage, il y a 21 ans. La propriété qui,
Selon le testament de George, ne lui reviendrait jamais s'il divorçait de moi. Je posai mon téléphone et me dirigeai vers la fenêtre. La nuit tombait doucement sur le quartier où j'avais passé la moitié de ma vie. La force tranquille que je cultivais depuis des semaines prit alors une forme plus nette, un but. Robert pensait avoir tout quitté en toute liberté, avec son avenir en poche. Il ignorait que son père avait anticipé ce scénario, et que moi, désormais, je détenais le pouvoir de faire s'effondrer la nouvelle vie qu'il croyait avoir soigneusement bâtie. J'ouvris mon agenda. La fête de fiançailles était prévue dans 3 semaines. Juste assez pour préparer ma venue au cottage de Lakeview et lui annoncer la nouvelle qui réduirait à néant son illusion de perfection, comme il avait brisé la mienne. 3 semaines, ce n'était pas beaucoup pour me préparer à l'affrontement qui allait tout bouleverser. Les séances de radiothérapie m'épuisaient, mais chacune d'elles représentait un pas de plus vers la reconquête de mon corps, contre le cancer, et contre l'ombre de ce mariage terminé. Les techniciens NES sont devenus un soutien inattendu. Leur enthousiasme à chaque séance, plus que 3, Madame Mitchell. Ne comptait pas seulement les traitements restants, mais les jours me séparant de ma renaissance. Tu sais, tu n'es pas obligé de continuer à utiliser son nom, m'a glissé Claire un après-midi, alors qu'elle me ramenait de l'hôpital. Tu étais Margaret Jenkins pendant 28 ans avant de devenir Margaret Mitchell. La remarque m'a frappé plus fort que prévu. J'étais tellement concentrée sur ce que Robert m'avait arraché que j'avais oublié ce que je pouvais récupérer. Jenkins, ai-je murmuré, comme pour tester le goût de mon nom de jeune fille. Margaret Jenkins. Le lendemain, je suis allée au palais de justice pour remplir les papiers nécessaires au changement de nom. La greffière, une femme d'une 60aine d'années au regard perçant et au ton sec, me fixa au-dessus de ses lunettes. « Divorce ?» demanda-t-elle sans détour. « Récemment » ai-je répondu. Elle hocha la tête, tamponnant les documents avec une énergie marquée. « J'ai fait le mien il y a 30 ans. Meilleure décision de ma vie. » Elle me rendit mes papiers avec un sourire complice. « Bienvenue à vous-même, mademoiselle Jenkins. » Ce petit acte de reconquête en entraîna d'autres. J'appelai l'ancien cabinet d'avocats que j'avais quitté pour suivre la carrière de Robert et pris rendez-vous avec mon ancienne mentor, Judith Abernathy. À 75 ans, Judith avait brisé de nombreux plafonds de verre et n'avait rien perdu de sa détermination. « Alors il t'a quitté pour sa secrétaire ?» fit-elle en haussant les sourcils. Quelle originalité renversante. Son ironie cinglante avait quelque chose d'étrangement rassurant. « Et maintenant, Maggie ? Quel est ton plan, à part lui faire regretter le jour où il t'a rencontré ?» J'ai hésité, puis je lui ai tout raconté, le cancer, le testament de George, la fête de fiançailles prévue à Lakeview Cottage. Judith m'écouta sans m'interrompre, son regard se plissant avec une précision stratégique. « Il te faut une preuve écrite, dit-elle une fois que j'eus terminé. La clause du testament est puissante, mais uniquement si tu peux prouver qu'elle existe et que George était en pleine possession de ses moyens au moment où il l'a ajoutée. »« George m'en a donné une copie, » répondis-je. « Mais je n'en ai pas encore parlé à Robert. » « Et tu ne le feras pas, » déclara Judith en sortant immédiatement son téléphone. « Pas avant le moment de l'impact maximal. » Elle passa un appel rapide, puis me sourit. « Mon collègue en droit des successions nous attend dans mon bureau dans 20 minutes. On va rendre ça inattaquable. » À mesure que mon cercle d'alliés s'élargissait, ma force grandissait. Mon oncologue m'annonça un excellent pronostic à l'issue de ma dernière séance. Mon conseiller financier m'aida à sécuriser un appartement et un plan d'investissement. Même Michael, mon voisin veuf, pourtant plus proche de Robert que de moi, vint me voir avec une soupe maison et une surprise. « J'ai entendu Robert au club la semaine dernière, » dit-il en fixant sa tasse. « Il racontait à tout le monde que tu avais des problèmes émotionnels depuis des années, et qu'il avait dû mettre fin à votre mariage pour son propre bien. » Michael leva les yeux, troublé. « Je sais que ce n'est pas vrai. Si tu veux que quelqu'un remette les pendules à l'heure, je suis prêt à le faire. » La réécriture de notre histoire commune ne me surprenait pas. Robert avait toujours voulu contrôler le récit. Mais cette cruauté déguisée me blessa profondément. Partir ne lui suffisait pas, il lui fallait aussi piétiner ce que nous avions été, pour se convaincre, et convaincre les autres, qu'il avait eu raison. « Merci, Michael, dis-je sincèrement touché. Juste savoir que tu vois clair dans son jeu, ça compte beaucoup. » Avec 2 semaines devant moi avant la fête, je me concentrais sur les aspects concrets de mon plan. Judith obtint une copie certifiée conforme du testament de George, avec une authentification notariée.
Claire m'aida à choisir une tenue qui capterait l'attention sans paraître désespérée, une robe bleue ardoise qui mettait en valeur mes mèches argentées, que j'avais décidé de ne plus teindre pendant le traitement. « Tu es magnifique », dit-elle en ajustant l'ourlet. « Tu ressembles à une femme qui sait exactement ce qu'elle fait. » Et, pour la première fois depuis longtemps, je commençais à le ressentir aussi. Le plus difficile restait l'aspect émotionnel. Chaque soir, je visualisais l'affrontement, le choc de Robert, l'incompréhension de Jessica, le moment précis de la révélation. Je répétais mes phrases, peaufinant le ton parfait, détaché, factuel, presque administratif. Ni colère, ni rancune. Juste une affaire à régler, rien de plus. Une semaine avant l'événement, un dernier élément vint s'ajouter. Georges m'appela, la voix légèrement tendue. « Robert vient de m'appeler pour m'inviter à la fête, dit-il. »« Tu ne veux pas y aller ?» demandai-je, étonné. « Oh, si, » répondit Georges en riant. « Mais pas avant que tu aies livré ton message. J'arriverai le lendemain matin, pour aider à ramasser les morceaux. » Et, Margaret, j'ai demandé à mon avocat d'envoyer la notification officielle d'héritage à Lakeview le matin suivant la fête. Le timing, c'est tout. La veille de mon départ pour le Vermont, je découvris sur les réseaux que Robert s'était attaqué à bien plus que notre histoire passée. Jessica avait publié des photos de l'intérieur du cottage de Lakeview, désormais tous les meubles anciens et les photos de famille que j'avais soigneusement choisis au fil des années avaient disparu. À leur place, des éléments modernes, épurés, impersonnels. Tout ce qui témoignait de l'héritage des Mitchell avait été méticuleusement effacé, remplacé par l'esthétique froide d'une location de luxe. Créer notre espace de rêve. #nouveau départ, lisait-on en légende. Le cottage, autrefois mon refuge lorsque Robert se noyait dans le travail, avait été transformé en vitrine de sa nouvelle vie, sans la moindre reconnaissance de ce qui avait existé auparavant. J'y avais passé d'innombrables week-ends, à me lier d'amitié avec les commerçants locaux, à entretenir le jardin patrimonial que la mère de Georges avait planté. Et maintenant, tout cela n'était plus qu'un décor pour Jessica. En préparant mon sac pour la nuit, j'ai glissé dans mon sac à main l'enveloppe scellée contenant l'extrait du testament. Ce n'était plus une quête de vengeance, ni une recherche de justice aveugle. Ce que je m'apprêtais à faire relevait désormais de la simple conséquence. Robert avait bafoué nos vœux, leur signification, et moi. Il n'avait jamais envisagé que je pourrais renaître de ces cendres, transformée. J'ai vérifié une dernière fois ma réservation de vol, puis refermé mon ordinateur. Demain, Robert apprendrait qu'il y a des promesses qu'on ne peut pas trahir sans en payer le prix. Et j'allais être là pour assister au jugement. Le paysage du Vermont se déroulait devant moi, apaisant et familier, alors que je conduisais la voiture de location sur des routes sinueuses que je connaissais par cœur. Chaque virage réveillait un souvenir, notre premier anniversaire de mariage, les balades avec Georges qui nous apprenait le nom des fleurs sauvages, cet automne où nous avions repeint les volets dans cette teinte parfaite de vert forêt. Volets qui, à présent, étaient d'un blanc éclatant, visible depuis la route à l'approche du dernier tournant. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Je me suis arrêtée sur le bas-côté, le temps de reprendre mon souffle. À travers les arbres, j'apercevais le toit incliné de Lakeview Cottage. De la musique et des rires flottaient depuis le bord du lac. La fête battait son plein. « Tu peux le faire », murmurai-je à mon reflet dans le rétroviseur. La femme que je voyais n'avait plus rien à voir avec celle qui avait signé les papiers du divorce quelques mois plus tôt, la tête basse. Ma coiffure, un carré court et assumé, révélait les mèches argentées que je cachais autrefois. Les cernes avaient disparu. Même ma posture avait changé, droite, assurée. Je consultai mon téléphone. 16h42, la fête avait commencé à 15h. Parfait. Assez tard pour que tout le monde soit arrivé, mais assez tôt pour que chacun soit encore sobre. Le gravier crissa sous les pneus alors que je m'engageais dans l'allée, bordée de voitures luxueuses que je reconnaissais pour la plupart comme appartenant à des collègues de Robert. Près du cottage, des lanternes en papier blanc pendaient aux branches, se balançant doucement dans la brise. Un photographe orchestrait un cliché de groupe sur le quai, costume taillé, robe fluide, flûte de champagne levée. Personne ne me remarqua au début. Je me garai discrètement, pris un instant, la main posée sur l'enveloppe dans mon sac. Mon cœur battait calmement. Ce n'était plus une affaire d'émotion. C'était une affaire de vérité. Je sortis de la voiture, lissai ma robe. Le bleu ardoise du tissu captait la lumière dorée du soir. J'avançai vers le cottage, guidé par les notes d'un quatuor à cordes jouant près du lac. Le jardin avait été entièrement réaménagé, chaises blanches,
table dressée de l'Iskala, la fleur préférée de Jessica, selon son compte Instagram. Un barman préparait des cocktails sous une tente immaculée, tandis que le personnel passait avec des plateaux d'amuse-bouche. Je reconnus bon nombre d'invités, collègues du cabinet, membres du club de golf, anciens voisins. Plusieurs me regardèrent avec un mélange de surprise et de malaise. Diane Harris, dont le mari avait été promu la même année que Robert, lâcha un petit cri, renversant un peu de champagne. « Margaret ? C'est bien toi ?» En personne, répondis-je avec un sourire calme. « Ravi de te voir, Diane. » Magnifique réception, n'est-ce pas ? Avant qu'elle puisse répondre, je poursuivis mon chemin vers le centre du rassemblement. Robert se tenait là, un bras autour de la taille de Jessica, entouré des associés principaux de son cabinet. Il me tournait le dos, mais je l'aurais reconnu entre mille. L'inclinaison particulière de sa tête quand il voulait impressionner, le léger appui sur sa hanche droite. Jessica fut la première à me voir. Son sourire se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, d'abord de surprise, puis d'alerte. Elle tira la manche de Robert, murmura précipitamment. Il se retourna. Son expression passa de l'agacement au choc, puis à une politesse calculée. « Margaret » dit-il d'une voix assez forte pour que les invités proches entendent. Quelle surprise. « Bonjour Robert » répondis-je, le ton léger. « Jessica, toutes mes félicitations pour vos fiançailles. » Le silence tomba. Le quatuor hésita, puis reprit maladroitement. Les conversations s'étaient figées. Tous les regards convergeaient vers nous. « On pourrait peut-être parler en privé ?» proposa Robert, déjà en train de m'éloigner de la foule, de son humiliation. « Oh, je ne resterai pas longtemps, le rassurai-je. Je tenais juste à vous remettre ceci en main propre. » Je sortis l'enveloppe de mon sac et la lui tendis. Il ne la prit pas. Son regard balayait nerveusement l'assemblée, évaluant les dégâts. Jessica s'approcha, se cramponnant à son bras. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix aiguë. « Une simple copie de quelque chose que Robert aurait dû lire depuis longtemps, expliquai-je. Le testament de ton futur beau-père. Plus précisément, la clause morale concernant le divorce. » Le visage de Robert pâlit. « De quoi tu parles ?» J'ouvris l'enveloppe, en sortis le document notarié et le tendis pour que tous puissent voir le sceau officiel. Georges a ajouté cette clause il y a 6 ans. Elle stipule très clairement que si tu divorçais de moi sans preuve d'infidélité de ma part, tu perdais l'intégralité de ton héritage. Jessica arracha le document, le parcourut frénétiquement. Ses ongles parfaitement manucurés froissèrent les bords du papier. « Ce n'est pas légal. » lança-t-elle. « Dis-lui que ce n'est pas légal. » Mais Robert restait figé, réalisant enfin l'ampleur de sa faute. « Mon père ne m'aurait jamais fait ça. Il l'a fait parce qu'il a vu en toi ce que je refusais de voir, » répondis-je doucement. Un silence tendu régnait. Le gérant principal du cabinet, non loin, fronçait les sourcils, probablement en train d'évaluer les implications professionnelles. Je repris, ma voix claire dans l'air figé. Les parts du cabinet détenues par ton père, ce cottage, les comptes d'investissement, tout revient à la fondation qu'il a choisie. Je marquai une pause pour laisser l'impact se faire. À moins, bien sûr, que tu puisses prouver mon infidélité. Le visage de Jessica se tordit de rage. Tu as tout orchestré, souffla-t-elle. Tu as manipulé un vieil homme pour nous détruire. Georges a pris cette décision bien avant que tu n'entres en scène, Jessica. Moi-même, je n'en ai eu connaissance qu'après que Robert m'ait quitté. L'un des associés s'avança, l'air grave. C'est vrai, Mitchell ? Vos parts ne sont pas protégées ? La façade de Robert se fissura. C'est un malentendu, bafouilla-t-il en tentant de récupérer le document. Il doit y avoir une faille, une exception ? La notification officielle de l'avocat de Georges arrivera demain matin, annonçai-je. Je repris le document des mains tremblantes de Jessica. Je pensais simplement que vous méritiez un petit avertissement, dis-je calmement, jetant un coup d'œil au visage stupéfait qui nous entourait. Et puis, je tenais à vous féliciter en personne. Jessica me fixa, puis tourna lentement la tête vers Robert. La vérité s'imposait peu à peu dans son esprit, la vie rêvée, le mari associé dans un grand cabinet, la maison de vacances, l'avenir sécurisé, tout s'effondrait sous ses yeux. Son cri déchira l'air de l'après-midi, un hurlement de rage et de désespoir qui fit s'envoler les oiseaux des arbres voisins. « Tu m'avais dit que tout était réglé. » hurla-t-elle à Robert. « Tu m'avais promis. » Je me détournai, mon rôle dans cette scène désormais terminé.
Tandis que je regagnais ma voiture, le tumulte derrière moi s'amplifiait, les cris de Jessica, les murmures choqués des invités, les tentatives désespérées de Robert pour reprendre le contrôle de la situation. Je ne me retournais pas. Le poids que j'avais porté pendant des mois s'était envolé, remplacé par une sensation inattendue, la pitié. Robert allait tout perdre, sa réputation, son héritage, peut-être même sa place dans le cabinet, si ses difficultés financières devenaient un fardeau pour l'entreprise. Au volant de ma voiture de location, je jetai un dernier regard vers le cottage de Lakeview, visible dans mon rétroviseur. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Les lanternes blanches se balançaient tristement dans la brise. La fête de fiançailles parfaite s'était transformée en toute autre chose. Je mis le contact et m'éloignai, laissant Robert affronter les conséquences de ses choix, comme j'avais affronté les miens. L'auberge au bord du lac était paisible ce soir-là. Ma chambre donnait sur les mêmes eaux qui bordaient Lakeview Cottage. J'ai commandé le dîner en room service et me suis installé près de la fenêtre, observant la nuit s'installer sur les montagnes. Mon téléphone vibrait sans cesse, des notifications de nos amis communs, des messages de Claire demandant des nouvelles, même 2 appels manqués de Georges. J'ai tout mis en sourdine. J'avais besoin de silence, d'espace pour digérer ce qui venait de se passer. J'avais imaginé ce moment pendant des semaines, l'avais répété dans ma tête, préparé chaque scénario. Mais je n'avais pas anticipé ce que je ressentirais après. Pas de triomphe, pas de soulagement. Juste un vide, comme si j'avais abandonné une part de moi-même en même temps que ma colère. Le sommeil fut agité, mais à l'aube, je me réveillai étrangement apaisée. Pendant le petit déjeuner, dans la véranda baignée de lumière, je consultai enfin mes messages. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Chaque version plus théâtrale que la précédente. Selon Claire, qui tenait ces informations de notre voisin Michael, Jessica avait jeté sa bague dans le lac avant de s'enfuir avec ses demoiselles d'honneur. Robert, quant à lui, avait sombré dans l'alcool une fois la majorité des invités partis, ressassant sa trahison à qui voulait bien l'écouter. Le message vocal de Georges, lui, était plus mesuré. Je suis arrivée au cottage. Robert est là, visiblement dévasté. Mon avocat lui a remis l'avis officiel il y a 1 heure. Rappelle-moi quand tu peux. Je pris mon temps pour rentrer à Boston, m'arrêtant au point de vue pour respirer l'air de la montagne, un air qui avait le goût du renouveau. Ce n'est qu'à l'approche de la ville que mon téléphone sonna de nouveau. Le nom de Robert s'afficha. L'espace d'un instant, j'hésitais à décrocher. Mais quelque chose me disait que cette conversation devait avoir lieu. « Margaret », dit-il d'une voix rauque, presque méconnaissable. « Il faut qu'on parle. »« Je t'écoute », répondis-je en me garant sur une aire de repos. « Pas au téléphone. En face à face, s'il te plaît. » Nous nous retrouvâmes le lendemain soir dans un petit café, à mi-chemin entre nos 2 appartements. Robert était arrivé en avance. Il avait choisi une table isolée dans un coin. Son apparence, jadis si soignée, était désormais négligée, vêtements froissés, barbe de 3 jours. En me voyant, il se leva maladroitement, ne sachant pas s'il devait me serrer la main ou me prendre dans ses bras. « Merci d'être venu », dit-il alors que je prenais place. « De quoi voulais-tu parler ?» Je gardai un ton neutre, ni froid ni chaleureux. « Jessica est partie », dit-il en fixant son café intact. Le cabinet m'a demandé de prendre un congé le temps qu'ils évaluent la situation. Mon père ne répond plus à mes appels. Il leva enfin les yeux vers moi. « Tu as tout détruit. Tu t'en es chargé tout seul, Robert. » La serveuse s'approcha, jeta un regard à notre table, perçut la tension et repartit sans prendre ma commande. « Pourquoi tu ne m'as pas parlé de cette clause ?» exigea-t-il. « Pendant toutes ces semaines, tu savais, et tu n'as rien dit. Et si je l'avais fait, qu'est-ce que ça aurait changé? Tu serais resté ?» Le silence fut sa seule réponse. « Je n'ai rien orchestré pour te blesser. J'ai simplement décidé de ne plus te protéger des conséquences de tes propres décisions. Et maintenant tu profites de me voir tout perdre. Je n'ai rien gagné, Robert. L'héritage va à une œuvre de charité, pas à moi. » Je le regardais, vraiment, pour la première fois depuis longtemps. Cet homme avec qui j'avais partagé la moitié de ma vie. Mais j'ai obtenu quelque chose d'autre. J'ai eu la chance de me défendre. Je marquai une pause, puis pris une inspiration. Et c'est aussi pour cela que j'ai accepté ce rendez-vous. Il faut que tu saches, j'ai eu un cancer. Il se figea. Quoi? Un cancer du sein, stade 2. Je l'ai découvert 3 semaines avant que tu ne demandes le divorce.
J'ai essayé de t'en parler, ce soir-là, chez Giovanni S, mais tu étais trop occupé à m'expliquer que tu avais besoin d'espace. Il pâlit. Margaret, je n'en avais aucune idée. Je sais, l'interrompis-je. Et si je te le dis maintenant, ce n'est pas pour que tu culpabilises. C'est parce que je ne veux plus garder de secret. Je suis en rémission, au fait. Et le pronostic est excellent. Il me regarda, sans voix. Peut-être pour la première fois en 20 ans. J'ai passé des décennies à être l'épouse de Robert Mitchell. À modeler ma vie autour de ta carrière, de tes besoins. Quand tu es parti, j'ai cru que j'avais tout perdu. Mais je me trompais. Ce que j'ai trouvé, c'est moi. 2 jours plus tard, le cabinet publia un communiqué officiel annonçant la démission de Robert, pour poursuivre d'autres opportunités. Son associé principal, un homme qui avait pourtant dîné chez nous tant de fois, s'empressa de dissocier le cabinet du scandale. Des amis qui avaient soutenu Robert après le divorce retrouvèrent soudain le souvenir de rendez-vous café oubliés avec moi. Les ondes de choc se propagèrent, réorganisant les alliances sociales comme des plaques tectoniques. Je regardais tout cela avec un étonnant détachement. Mon regard était désormais tourné vers l'intérieur, vers la reconstruction, et non la réaction. Le printemps arriva, apportant une offre d'emploi inattendue du cabinet de Judith. Un poste de gestion des clients associatifs, tirant parti de mes années d'expérience en collecte de fonds au service des affaires de Robert. L'ironie ne m'échappa pas, toutes ces soirées caritatives organisées pour sa carrière devinrent enfin des compétences professionnelles légitimes. Il ne t'embauche pas pour me faire plaisir, insista Judith en voyant mon hésitation. Il t'embauche parce que tu es doué. Tu l'as toujours été. 6 mois après la confrontation au cottage de Lakeview, je reçus une lettre de George. Il avait décidé de vendre la propriété, trop de souvenirs mêlés, devenus trop douloureux. En pièces jointes, une petite clé. L'abri de jardin contient toujours les outils de jardinage de ta grand-mère, écrivait-il. Je pense qu'il devrait revenir à quelqu'un qui sait faire pousser les choses. Le week-end suivant, je fis le trajet jusqu'au Vermont, sans trop savoir ce que j'espérais. Une part de moi s'attendait presque à trouver Robert sur place. Mais le cottage était vide. Le nouveau les volets blancs, autrefois éclatants, commençait déjà à s'écailler sous les rigueurs du climat montagnard. À l'intérieur de l'abri de jardin, je découvris non seulement les outils de jardinage de ma grand-mère, mais aussi une pile d'albums photos que j'avais soigneusement assemblés au fil des ans. Vacances en famille, anniversaires, moments simples et silencieux, chaque page témoignait d'une vie, d'un amour, d'un passé. Georges les avait précieusement conservés, comme s'il savait qu'un jour, j'en aurais besoin. Alors que je les rangeais dans le coffre de ma voiture, un véhicule familier s'engagea dans l'allée. Robert en sortit, l'air plus sain qu'au café, même s'il paraissait moins soigné. Jean, pull simple, silhouette modeste. Papa m'a dit que tu serais là, expliqua-t-il. Je voulais te rendre quelque chose. Il me tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur, les boucles d'oreilles de ma mère, celles que je croyais perdues lors du règlement du divorce. J'aurais dû te les rendre depuis des mois, dit-il. Mais à l'époque, j'étais trop en colère. Et maintenant? Il jeta un regard vers le lac, puis revint vers moi. Maintenant, j'essaie juste de reconstruire. Un jour à la fois. J'ai trouvé un nouveau poste, dans un cabinet plus petit, à Providence. Un appartement plus petit aussi. Une vie plus simple. Il esquissa un sourire empreint d'amertume. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est peut-être ce qu'il me fallait. Nous marchâmes jusqu'au quai, côte à côte, comme tant de fois auparavant. Nous nous assîmes, observant les jeux de lumière sur l'eau en cette fin d'après-midi. Tu sais ce qui est étrange? Dis-je enfin. Je ne regrette plus rien. Même pas la fin. Robert acquiesça lentement. Je crois que je commence à comprendre ça, moi aussi. Alors que le soleil déclinait derrière les montagnes, nous nous dîmes au revoir. Pas comme ennemis, ni même comme ex-époux, mais comme 2 êtres humains capables de reconnaître, dans la rupture, à la fois ce qui avait été perdu, et ce qui avait été retrouvé. Je quittai Lakeview Cottage une dernière fois. Les albums photos sur le siège passager, et devant moi, la route claire, dégagée, pleine de promesses.